Taturuni s'est joué de nous, et je dois l'avouer, bravo à lui. Mais cela ne va pas m'empêcher de retravailler ma théorie à la lumière du chapitre 216. Yo les manga fans, c'est Néo Manga, j'espère que vous allez tous super bien. Normalement, on devait sortir une première vidéo intitulée ma théorie sur Hayato Suo. Mais après ce que le chapitre 216 nous a sorti, je suis obligée de revenir sur ce que j'ai dit. Et pour ça, on va retravailler complètement la structure. On va déjà voir réellement qui est Hayato Suo. Ensuite, on va re-regarder ses combats en les analysant, puis on va retravailler la théorie. Allez, c'est parti. Qui est vraiment Sun Fei? Et tu t'appelles Hayato Suo, c'est ça? Oui, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, en effet. Je l'avais déjà noté, mais je savais que Suo mentait sur son identité depuis le début. Je savais pertinemment que ce type ne s'appelait pas Hayato Suo. Et comment je l'ai su? Grâce à une seule phrase. Quand déjà Nirei et Sakura rencontrent Suo, il dit qu'il s'appelle Leonardo DiCaprio, complètement en détente et le tout en rigolant. Je m'appelle Leonardo DiCaprio. Comme si en fait pour lui son identité importait peu. Et d'ailleurs c'est la phrase « c'est comme ça que les gens m'appellent » qui m'a permis de savoir que Suo nous ment. Oui, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, en effet. Également, pendant la scène où Nirei essaie de le faire parler de lui, il lui demande d'où vient son bandeau. Et Suo répond qu'il a un démon chinois dans l'œil droit. Et vous inquiétez pas pour ça. J'ai un démon chinois dans l'œil droit. Le cache-œil, c'est pour l'empêcher de sortir. Chelou quand on me dit ça. Quand tu te blesses, normalement, t'as souvent tendance à expliquer la blessure, etc. Suo dit qu'il a un démon chinois. Et pour le moment, on n'a aucune réponse dessus. Donc je vais essayer d'en apporter une. Selon moi, en fait, les Red Champulu en ont voulu à Suo pendant un moment. Ou du moins Sun Fei. Parce que je pense qu'en fait, Suo, il a dû merder quelque part. Ouais, on en reparlera dans de la théorie, mais je pense qu'il y a une raison qui l'ait poussé à aller rejoindre les Windbreakers fut un temps. On en reparlera. Également, on va se baser sur les fiches personnages qui nous ont été données. Bon, déjà, il y a des choses qui font un peu plus sens. Déjà, le fait qu'il n'utilise jamais son téléphone en public, tu m'étonnes. Il l'utilisait uniquement quand il était seul, sûrement pour discuter avec justement sa famille, voir comment ça allait du côté des Red Champuru, et à quel moment il pouvait revenir sans risquer pour sa vie, je pense. Ensuite, le fait qu'il médite le matin était pour moi un signe, un symbole, un truc qu'on avait loupé. Et tout simplement parce que, en tant que chef, il doit apprendre à régner avec sa tête, à raisonner, pas être dans l'émotion. Et justement, ce qui l'opposait à Sakura et à Nirei, tout le monde chez les Windbreakers a plutôt tendance à marcher à l'émotion. Même Hiragi, il y a des moments où quand il se bat, il laisse ses émotions reprendre le dessus. Ou même Mia, il se bat avec ses émotions. Et regardez tous les combats, il n'y a pas un seul moment où les mecs sont clairvoyants et ne font que raisonner. On en parlera dans les combats, mais vous allez voir que Suo, il avait une manière très différente de se battre. Également, on va parler bien entendu de ses boucles d'oreilles, qui étaient indiquées dans la fiche perso manga comme venant d'une autre époque. Tu m'étonnes, avec des boucles d'oreilles en corail, sûrement un objet transmis de génération en génération aux enfants du nouveau Red Champuru, c'est un peu normal. Et ensuite, son cache-œil en cuir. Je sais pas les gars si vous avez des objets en cuir chez vous, mais vous allez remarquer que ça coûte quand même un petit peu d'argent, les trucs en cuir. Pas tout le monde qui peut s'acheter un truc en cuir. Donc le cache-œil en cuir, c'était aussi un symbole de richesse, et ça on l'a pas vu depuis le début. On nous ajoute aussi que son style de vêtements, c'est les vêtements chinois. Et là, vous commencez à comprendre pas mal de choses. Ouais, parce que Suo, son vrai prénom, c'est pas Suo Hayato. Donc la traduction japonaise, c'est Sun Fei. En japonais, on dit Suo Hayato. Ensuite, en chinois, on dit Su Fang Sun Fei. Donc forcément, oui, quand t'as été éduqué dans une famille chinoise, sûrement avec des traditions chinoises ultra strictes, surtout dans un quartier cosmopolite comme ce qu'on nous a montré, et ben tout simplement, on commence à réfléchir différemment. Et également, regardez le petit encadré en bas qui nous disait qu'il parlait plusieurs langues. Bah oui, logique, quand t'es chef d'une grande entreprise, parler l'anglais, le français et le japonais peut souvent être utile. Bah pareil quand t'es un officier capable de protéger littéralement une cité entière. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui on pourrait remettre Suo limite au niveau de Umemiya. Très clairement, il ne faisait pas partie des petits soldats comme Sakura et Nirei, il faisait bien partie de la très haute hiérarchie des Red Champuru. Maintenant, on va parler de la fiche que j'ai trouvée sur les réseaux.
Bon, déjà, 95% de ce qu'il y avait dans la fiche du manga est répété. Il y a certaines informations qui sont très intéressantes, comme déjà sa saison préférée, l'hiver. Et là, vous vous dire, Néo, en quoi ça nous intéresse que Suo il aime l'hiver? Et bien, dois-je vous rappeler que Sakura nous dit, au début de Peaceful Day, donc chapitre 214, que l'hiver commençait à arriver. C'était un petit foreshadowing pour nous expliquer que l'hiver allait être quelque chose d'extrêmement important. L'été a été le symbole de l'unification de la compagnie repos, des Lionheads, etc. L'hiver a décalé un nouvel arc. Et souvent, l'hiver s'est associé au fait que le temps devienne plus froid, plus calme. C'était aussi un énorme foreshadowing pour nous indiquer qu'en hiver, il allait se passer un truc avec Suo. Et bingo, ça a pas loupé. Ensuite, les personnes que j'admire et que je respecte. Son maître et ses frères. On parlera de son maître un petit peu plus en détail, mais je pense que c'est lui qui va faire basculer l'intrigue. Et pour ses frères, rien à signaler. Si ce n'est que, depuis le début, on aurait dû se douter que Suo ne disait pas tout, parce qu'il en a jamais parlé dans le manga de ses frères. Le seul moment où on les aperçoit, c'est justement dans le chapitre 216. Mais on en reparlera plus tard. Son rêve, c'est l'émancipation des esclaves. Et là, je pense que tout le monde devrait tiquer. Normalement, avoir un rêve à cet âge-là, c'est réussir son année scolaire, avoir un bon métier, etc. Suo, c'est un rêve qui est quasi universel, on va dire. C'est pas un rêve que lui peut réussir à faire. Sakura, son rêve, c'est de devenir chef de Furin. Ok, c'est réalisable. Mirai, son rêve, c'est de devenir plus fort. Ok, c'est génial. Mais là, Suo, pareil, il se cache. Il nous dit, moi, ce que je veux, c'est l'émancipation des esclaves. Peut-être parce que sa famille a des esclaves et qu'il en a assez de les voir souffrir. C'est possible. Mais sinon, ça aurait dû aussi nous mettre la puce à l'oreille, ce rêve. Une histoire héroïque ou une histoire d'échec. Le seau sur mon œil droit est en train de se briser. Ah, là on discute. Son œil droit, c'est l'œil sous lequel il y a le bandeau. Le bandeau, le seau, le démon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On en reparlera dans la partie théorie, mais là je pense qu'on vient de faire une boucle. Mais maintenant on va parler un peu plus en profondeur de celui qui va faire basculer l'histoire, le maître de Suo. Et là vous allez vous dire, mais en quoi ça nous regarde Néo le maître? Et simplement parce que ça fait partie des personnes que Suo admire et respecte. Il y a ses frères qu'on a sûrement vu à ce moment-là dans le chapitre, et il y a son maître. Et je pense que son maître, c'est pas n'importe qui. Et je pense qu'un des Moonrakers a déjà été en contact avec ce maître. Re-regardez le tome 12 et re-regardez cette planche. Lumiya attaque un type d'une façon assez basique. Il y a un mec de Furin qui vient le sauver à ce moment-là. Il vous rappelle rien? Attendez, je vous les mets à côté. Ouais, très clairement, le type se tient déjà comme il se tient dans la vision de Suo. Je pense que ce type, en fait, a travaillé avec Furin et maintenant travaille pour les Red Champuru. Je pense que c'est lui qui a formé Suo justement à l'aïkido et au kung-fu. Et d'ailleurs, en regardant les combats de Suo, il y a une citation des Cités d'Or qui m'est revenue. Oui, j'ai regardé les Mystérieuses Cités d'Or quand j'étais petite. Il ne faut jamais résister à un assaillant, il faut le laisser venir, accompagner son attaque et l'amener à s'exposer jusqu'à ce qu'il commette une faute. Cette phrase, c'est exactement le kung-fu. Donc, Suo avait un maître, quelqu'un qui lui a appris ça. Et je pense que le maître de Suo, c'est celui qui a sauvé Umemiya. Regardez comment il se bat. On le voit sur une case. En animé, on aura peut-être un peu plus d'informations sur lui. Mais très clairement, c'est le même style de combat. Il attrape Umemiya dans une situation un peu désespérée, il le chope et vous regardez le mouvement qu'il fait. Il refait passer Umemiya du bon côté de la barrière avec un mouvement semblable à ce que Suo aurait fait. Et puis surtout, je pense que c'est lui qui lui a parlé de grandir, de devenir plus adulte. Mais alors du coup, la nouvelle question qui se pose, c'est pourquoi il l'aurait envoyé à Furin? Et ça, c'est encore une question qui reste en suspens. Ensuite, on va parler de ses combats. Et aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a vu, on apprend beaucoup de choses. En premier lieu, on va parler de son combat contre les Lionheads. On voit déjà que Suo est dans une situation de supériorité. Regardez tous les autres combats. Tous les combattants sont d'égal à égal. Suo, c'est l'inverse. Suo, il domine tout le temps son adversaire. Il n'y a pas un seul combat où on le voit galérer, sauf contre les kills. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Il manipule son adversaire, il l'envoie par terre. Tout simplement, il le rabaisse. Il s'en fout de l'image qu'il renvoie. Il s'en fout. Lui, ce qu'il fait, c'est juste montrer qu'il est plus fort. Alors oui, il donne une leçon d'apprentissage dans le sens où il force Minoru Kanma à se mettre à la place de celui qu'il maltraitait hier. Mais honnêtement, regardez l'aisance de Suo, il n'y a pas un seul moment où on le sent en difficulté. Ensuite, on va parler des Infernos. Alors là, bien entendu,
Gros disclaimer pour ceux qui n'ont pas lu le manga, le chapitre dont j'ai jamais entendu parler n'ont pas encore été adaptés en animé. Donc pour ceux qui ne regardent que l'animé, n'hésitez pas à lâcher un like, ou alors si vous voulez vous faire spoiler, restez ici. Bon, chez les Inferno, très clairement, on a aussi un Suo qui est très supérieur, mais qui là va nous parler d'apprentissage, de justement que donner une leçon, c'est éduquer. Et encore une fois, on a l'éducation qui revient, les gars. L'éducation chez Suo, c'est central. C'est son personnage. Il est fait pour éduquer et aider les autres à grandir. Par exemple, celui qui l'aide à grandir en ce moment, c'est Nirei, parce qu'il lui a appris tout ce qu'il savait. Et encore une fois, Suo répète que Nirei est son élève. Encore un symbole très fort, rapporté au symbole de l'éducation. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Pourquoi à tout prix cette volonté de grandir? C'est la question que je me suis posée. On remarquera que le seul combat dans lequel il n'éduque pas la personne en face, c'est avec les kills. Chez les kills, c'est la toute première fois qu'on voit Suo qui galère. Regardez le nombre de coups qu'il tank. Tout simplement parce qu'il y a Nirei derrière lui. Mais c'est pas logique, normalement, les gars. Réfléchissez à un truc, tout simplement. On l'a déjà vu se battre contre des gens qui étaient quand même beaucoup plus nombreux. Un mec qui arrive en face de lui, il le maîtrise, il l'envoie au sol. Pourquoi il galère face à une barre de fer? Normalement, Suo, il aurait dû choper le type, choper la barre de fer, l'envoyer par terre et c'était fini. On passe à l'ennemi suivant. Il y a un moment où ses émotions reprennent le dessus. Et c'est pas les mêmes émotions que les autres. Au moment où Nirei a failli se faire défoncer, Suo, on le voit plus du tout. À partir de ce moment-là, on a Kaji, Sakura, etc. Puis après tout ça, on a la scène avec Sakura et Suo qu'on va disséquer tous ensemble parce qu'elle nous apprend énormément. Déjà, Suo lui fait remarquer son calme, preuve qu'il est vraiment déstabilisé par ce qui se passe. Qu'est-ce que tu es calme, dis donc. Il a pas vu que Sakura s'était fait engueuler par Kaji et que ça explique pourquoi il est aussi calme. Et puis surtout, la phrase qui fait revenir le Suo qu'on connaît, c'est « Je suis en colère mais contre moi-même ». Bien sûr que si, ça m'a cassé les couilles. Je suis même carrément en rogne. Mais contre moi-même. Là encore, ça montre une chose. Suo s'en veut. Il se sent coupable. Coupable de quoi? On ne sait pas encore. Mais très clairement, là le message il est extrêmement clair. J'ai fait quelque chose. Et je m'en veux. Parce que c'est ça qui le fait revenir au Suo qu'on connaît. Et puis surtout, je vais vous inviter à regarder les yeux des personnages plus en détail. Regardez les yeux de Choji avant son combat avec Umemiya et après son combat avec Umemiya. Vous remarquez rien? Si. Il y a la petite bille de lumière qui est revenue et ça se joue sur 2 frames. Mais regardez l'œil de Suo avant que Sakura lui dise qu'il était en colère contre lui-même et après. La petite bille de lumière est de retour. Suo s'est laissé à ce moment-là embarqué par ses émotions, et c'est clairement pas des bonnes émotions. Et puis surtout cette phrase, la phrase de Suo quand Sakura part. Décidément, on joue pas dans la même catégorie toi et moi. Décidément, on joue pas dans la même catégorie, toi et moi. Sous-entendu, tu arrives à rester calme dans des situations extrêmes et moi, j'y arrive pas. Alors que les 3 quarts du temps, c'est l'inverse. C'est Sakura qui s'énerve et Suo qui reste super calme. Donc Suo a quand même pris en modèle Sakura. Il le trouve vachement calme. Il lui montre une vraie reconnaissance. Et je tiens à vous dire que Suo, il a quand même pas reconnu non plus tant de monde que ça. Et après, je vais regarder la petite scène post-crédit et Suo demande à Sakura sur le ton de l'humour, toujours, s'il ne trouve pas qu'il est un monstre. C'est une scène post-crédit, donc c'est compliqué de donner du crédit. Cette vanne n'était pas prévue à la base. Mais oui, en effet, je pense que Suo se voit comme un monstre. Et je pense que les Red Champuru ont créé ce monstre. Pour cette dernière partie, j'ai pris un peu plus de temps, parce que je voulais qu'elle soit vraiment réfléchie. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de mettre la veste de Furine pour vous conter tout ce qui s'est passé en implicite du chapitre 208 au chapitre 216. C'est parti! Le chapitre 208 nous présente les Windbreakers comme à leur habitude au Potos. Ensuite, les Windbreakers se disent au revoir, etc. Nirei part avec Suo, et Nirei lui dit qu'il veut que lui fasse tous les 2 partie de la légende de Furine. Et à ce moment-là, Suo sourit. Mais il ne sourit pas comme à son habitude. Ce n'est pas un sourire forcé. C'est un vrai sourire. Un sourire honnête. Cette petite tête sur le côté nous indique une chose. Il commence à s'ouvrir. Et puis Nirei le quitte, vue sur Suo et sur la lune. Qu'est-ce que c'est beau.
Aujourd'hui, quand on voit l'environnement dans lequel sont situés les Red Champuru, ça peut vouloir dire plusieurs choses. 1. Suo admire pour une dernière fois la lune, parce qu'il la trouve jolie, et parce que c'est la dernière fois qu'il la verra. Ou autre traduction que j'ai trouvée, c'est la dernière fois qu'il pourra être libre comme il l'est actuellement. Ensuite, chapitre 209, la disparition. À ce moment-là, Suo a disparu. On ne sait pas où il est, personne ne l'a trouvé. On commence à stresser, à se dire que mince, quelque chose lui est arrivé, il a peut-être été kidnappé. Bon, on voit très clairement que Satoruni se fout de notre gueule à ce moment-là. Et on se demande vraiment ce qui a pu arriver. Et c'est à la fin du 209 que Suo réapparaît. Il réapparaît, il a une écharpe autour du cou, il est en forme, mais son visage est différent. Je vous remets les deux images à côté, c'est extrêmement subtil, mais Satoruni a la capacité de faire passer ça. Il est plus détendu dans la version où il penche la tête que la façon dont il retrouve Nirei. Et ça a une importance. Chapitre 210, Nirei est trop content, Suo va bien, il contacte les autres et Suo l'en empêche. Et il lui explique qu'il est là pour lui dire adieu. Nirei ne comprend pas, est choqué. Et alors qu'il essaie d'obtenir des explications, Suo devient de plus en plus méchant envers lui. Nirei lui demande la raison pour laquelle il part, mais Suo ne répond pas. Il lui demande juste de dire aux autres qu'il part. Ça a le nom de mettre Nirei hors de lui, et il lui demande alors des explications, même s'ils doivent se battre entre Suo. Le chapitre 211 et le volume 27 qui sera à paraître commence sur ces images. Kei en train de se faire sauvagement frapper par son ancien ami Suo. Suo va même jusqu'à dire qu'il n'était rien. Une phrase horrible, car lorsqu'on regarde dans tout Windbreaker, il n'y a pas un seul moment où on aurait pu dire ça. Et à ce moment-là, j'ai analysé un peu plus. Pourquoi il fait ça à Nirei? Pourquoi ne pas seulement l'assommer pour partir? Eh bien simplement pour une raison. Suo veut être haï par ses camarades. C'est une façon pour lui de se dire un truc. Quand je serai parti, personne ne viendra me chercher. Personne ne cherchera à rentrer en guerre contre les Red Champuru pour me récupérer. Mauvaise pioche. Ensuite, Sakura demande à Endo. Endo, en une journée, retrouve Suo. Le chapitre 215 nous l'apprend. Il existe un autre bastion nommé les Red Champuru. Et dans le 216, le coup près tombe pour nous tous. Suo est l'un de leurs 3 officiers. Selon moi, il y a plusieurs choses qui doivent rentrer en compte et qu'on doit noter tous ensemble. Déjà, on va revenir sur ce que Nirei a dit. Hiragi lui pose la même question que moi. Pourquoi elle ne t'a pas simplement assommé depuis le début? Et Nirei lui répond que lorsque il a mis le coup à Suo, eh ben il avait l'air de souffrir. Et ça c'est dur à entendre. Il souffrait, mais sûrement pas du coup, il souffrait de la décision qu'il prenait. Selon moi, Suo est forcé de retourner là-bas. Et là on va entrer dans la théorie. Selon moi, Suo est né en étant du coup Sun Fei, dans une famille chinoise, du quartier, cosmopolitain. Il y a grandi, il y a appris les obligations, comment se tenir, à se battre, etc. Il a été élevé pour devenir un Red Champuru. Et je pense que tout simplement, depuis qu'il était petit, on l'a inculqué à ça. Et un jour, peu avant le collège, il a dû faire quelque chose de très mal. Envers les Red Champuru, envers sa famille, envers quoi que ce soit, mais il a fait quelque chose de grave. Encore une fois, on revient à la culpabilité. À ce moment-là, pour moi, il y a 2 versions de l'histoire. C'est sa famille, connue pour être visiblement très violente, parce qu'on nous présente les Red Champuru comme ça, qui se serait du coup occupé de Suo, sûrement son père. Ou alors, il s'est auto-fait ça. Parce qu'il a été éduqué dans la violence et dans le fait de toujours devoir agir comme un adulte. Encore une fois, on va retrouver l'éducation. Et peut-être que suite à cet acte, le maître a commencé à voir Sun Fei devenir un véritable monstre de violence. Il a décidé pour le protéger de l'envoyer dans un nouveau lycée. Un lycée qui a fait un peu parler de lui, car étant connu pour étant le moins bon lycée avec le plus grand taux de bagarre, comme dirait Sakura. Le lycée Furin. Et il l'a envoyé là-bas pour une seule raison. Il connaît le gamin qui a fondé les Windbreaker. À ce moment-là, Suo y serait allé
et son maître se serait occupé de lui à distance. C'est pour ça que Suho n'aurait utilisé son téléphone devant personne, de peur d'être espionné, de peur que tout simplement quelqu'un découvre son secret. Il serait resté en contact avec son maître qui se serait occupé de lui pour l'aider à échapper au Red Champuru et à l'éducation de ses parents. Et justement, l'adage de donner une leçon, ça consiste à enseigner et à éduquer, c'est peut-être un adage que les Red Champuru ont dit à Suho lorsqu'ils l'ont blessé. Son père lui aurait donné une leçon à travers son œil. Sous-entendu, je te fais du mal pour que tu retiennes la leçon. C'est sanglant, mais ça peut être ça. Il aurait donc été éduqué dans ce sens-là. Tu es supérieur aux autres. Tu dois être bien éduqué. Tu dois apprendre de tes erreurs. Et surtout, tu dois retenir tes émotions. Il a donc été conditionné dans ces circonstances-là. Et justement, les Windbreakers lui ont permis de sortir un peu de ce qu'il était. D'apprendre un peu plus à connaître ses émotions. Apprendre un peu plus à être honnête envers lui-même. Mais malheureusement, les Red Champuru sont arrivés trop tôt. Ils l'ont empêché de devenir complètement Hayato Suho, ce jeune homme que nous connaissons tous, pour le ramener à ses obligations. Après ça, qu'est-ce qui se passera ? Son maître va arriver auprès des Windbreakers et il leur demander de ramener Suho à Furine, coûte que coûte. Parce que je ne pense pas qu'il veuille que son élève devienne un monstre comme ses parents. Et justement, ça rejoint le moment où Suho a littéralement pété un plomb. Il a pété un plomb, il a laissé ressurgir cette colère qu'il avait envers sa famille, et finalement, Sakura l'a arrêté. Donc je pense qu'on va avoir un arc qui sera axé sur le fait d'accepter qui est Suho ou Sunfei. Il va devoir accepter que Suho a existé, il va devoir accepter qu'il a des amis qui ne lâcheront pas pour le récupérer, et je pense que ça va être un arc extrêmement beau et fort narrativement. Je vois bien un combat de Suho contre Sakura, Sakura qui lui dit que Suho a existé, et Sunfei lui dire que Suho n'a jamais existé, que ce n'est pas vrai, qu'il est né comme ça, qu'il ne peut pas revenir. Et je pense que celui qui le fera chavirer émotionnellement, c'est Mirai. Je pense que Mirai aura le mot juste qui permettra de faire revenir Suho Hayato. Et surtout, je pense que Sakura pourra retirer le bandeau de Suho, voir la blessure, et comprendre à quel point cet environnement est toxique pour lui. Et je verrai bien cet arc se finir sur Suho qui accepte enfin de penser sa blessure. Il fait enfin la paix avec son passé et il accepte de devenir Suho Hayato. Et les Windbreakers simplement ramener parmi eux leur ami. Pas Suho Hayato ou Sunfei, on s'en fiche. Ramener leur ami. Je pense que ça va être un arc qui sera extrêmement dur, mais je pense que dans la majorité des cas, dans 45-50% des cas, ma théorie est la bonne. Donnez-moi les vôtres en commentaire, dites-moi si j'ai loupé certaines informations qui selon vous auraient pu être essentielles. Je lis et j'écris à tout le monde en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et c'est vraiment rien pour vous, juste vous cliquez sur le bouton et c'est bon quoi. Bon, moi de mon côté c'est année au manga, je retourne lire Windbreaker. On se retrouve dans une semaine pour le chapitre 217. Moi, je suis out.